La berline noire glissait avec une lenteur presque funèbre à travers les rues sinueuses de Nantes, fendant la brume matinale qui montait de la Loire. La ville semblait retenue dans une respiration silencieuse, comme si elle pressentait l'orage émotionnel qui approchait. À l'arrière, Nicolas Charpentier, 35 ans, observait les façades qui défilaient, l'air absent, les yeux fixant un horizon intérieur. Ses bras étaient croisés sur son costume bleu nuit impeccablement taillé, ses chaussures de cuir brillant reflétant une réussite matérielle qui, pourtant, ne lui apportait plus rien. Près de lui reposait une mallette pleine de contrats de plusieurs millions d'euros, mais ces chiffres semblaient dérisoires face au vide qui rongeait son âme. C'était le regard d'un homme qui avait tout, sauf ce qui comptait vraiment. Les rues de son enfance défilaient sous ses yeux, et avec elles, les souvenirs qu'il avait cru enterrés sous les couches de son succès. La rue des Marronniers, là où il avait grandi, se dressait bientôt devant lui, témoin silencieux d'un passé révolu mais jamais oublié. Une grande entreprise voulait racheter le quartier pour y ériger un centre commercial de luxe, et sa maison, délabrée mais pleine de souvenirs, valait désormais plus de 200 000 euros. Pour Nicolas, la décision de vendre n'était qu'un calcul rationnel, rendement, chiffres, résultats. Mais son estomac se nouait douloureusement. Les façades en tuf commençaient à s'écailler, les nids de poules secouaient la suspension luxueuse de la berline, et les souvenirs revenaient en force. Le terrain de basket au filet déchiré, le marchand de légumes poussant encore sa charrette, le temps semblait s'être arrêté ici. Son cœur s'emballa lorsqu'il repensa à l'appel tragique de la police. 8 ans plus tôt, il lui avait annoncé qu'Élodie, son épouse, avait péri dans un accident de voiture. 8 années de deuil, de travail acharné pour oublier son parfum, sa voix, tout refaisait surface brutalement. « Nous sommes arrivés, monsieur », murmura monsieur Pascal en arrêtant la voiture devant une silhouette délabrée. Nicolas descendit, mallette à la main, respirant l'air humide et l'odeur du bois mouillé des vieilles maisons nantaises. La maison de son enfance était dans un état pitoyable, la peinture s'écaillait, le jardin était envahi par les mauvaises herbes. Pourtant, un détail attira son attention, l'herbe près du perron était aplatie, comme si quelqu'un y passait régulièrement. Une lumière jaune filtrait à travers les vitres encrassées du salon, une lampe qui n'aurait jamais dû briller ici. La colère monta en lui. Qui osait occuper sa maison? Il s'approcha de la fenêtre et ce qu'il vit le pétrifia. Le salon n'était pas vide. Un canapé en velours, un tapis coloré aux motifs enfantins, des jouets en bois, et une présence humaine, douce, domestique, vivante. Nicolas frappa violemment à la porte. La serrure grinça et la porte s'entr'ouvrit sur un œil inquiet et une mèche de cheveux châtains. « Puis-je vous aider ?» demanda une voix si douce qu'elle semblait déchirer le voile de la réalité. Quand la porte s'ouvrit davantage, Nicolas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Élodie était là, vivante, respirante. Le souffle lui manqua. « Élodie !» murmura-t-il, incapable de trouver un autre mot. Le silence fut plus assourdissant que le tonnerre. Les années de douleur et d'absence se condensèrent en cet instant. Élodie, pâle comme les falaises de Normandie, agrippait le chambranle de la porte. Elle ne pouvait croire que l'homme devant elle, dans son costume de financier, était le même Nicolas qu'elle avait aimé. Une voix enfantine rompit le sortilège. « Maman, c'est qui le monsieur ?» Un petit garçon d'environ 7 ans apparut derrière Élodie. Léo. Ses yeux verts, son nez, sa structure osseuse, tout rappelait Nicolas. Élodie le tira derrière elle. « Two doors parter, Nicolas. » Il balbutia. « Je ne comprends pas. »« Ils m'ont dit que tu étais morte, qu'il n'y avait plus rien, » dit-elle froidement. Léo était né 8 mois après l'accident. Élodie avait fui, changé de nom, travaillé dans l'ombre, économisé chaque euro pour assurer leur sécurité. Nicolas comprit qu'il avait été trompé par sa propre mère, Philippine Charpentier, et que tout ce qu'il croyait vrai n'était qu'une illusion. Le lendemain, Nicolas revint, vêtu simplement d'un jean et d'un pull sombre, pour ne pas effrayer la vie qu'Élodie avait construite. Il observa leur routine quotidienne, le cartable bleu de Léo, les rires enfantins, la maison devenue un foyer malgré le manque de moyens. Chaque détail confirmait le courage et la résilience d'Élodie. Puis vint la confrontation avec Philippine. Dans son hôtel particulier du quartier de l'Erdre, elle incarnait la puissance et l'arrogance, vêtue de soie crème, un livre à la main. Mais face à Nicolas, Élodie, Raymond et Adrien Tissier, ses certitudes vacillèrent. Les preuves étaient irréfutables, virements suspects, communication, témoignages. La façade glaciale de Philippine S.E. Fischera. Nicolas sentit la colère, la peur et la détermination se mêler. Il n'était plus un simple fils soumis. Il était un père, un mari, un homme qui devait protéger ce qui lui avait été arraché.
Et ce qu'il tenait désormais dans ses mains pouvait mettre fin aux manipulations de sa mère. La confrontation finale fut longue, tendue, ponctuée de silences lourds, de regards qui pesaient des siècles. Philippine tenta de sauver les apparences, mais la vérité éclata dans le silence de son salon. Virements, courriels, témoins, rien ne pouvait plus masquer la réalité. Quand tout fut dit, Nicolas comprit que la victoire n'était pas seulement de rétablir la vérité, mais de protéger sa famille, reconstruire ce qui avait été brisé, et enfin retrouver la paix qu'il avait cru perdue. Il quitta la demeure, le cœur lourd mais déterminé, sachant que désormais, chaque pas serait guidé par l'amour retrouvé et la promesse de protéger ce qu'il avait failli perdre. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo, dites-nous ce que vous en avez appris, et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci.